Nous avons parlé donc des pays développés. Je voudrais qu'on vienne maintenant sur les émergents. Vous les avez évoqués, ça a été évoqué d'ailleurs dans la discussion préalable sur les pays en développement. Comment les faire rentrer dans l'accord, dans un accord, quel mécanisme d'incitation. Je voudrais que vous alliez un petit peu au-delà de ce que vous avez déjà évoqué. Donc, Christian ou Jean? Christian. Alors, je vais répondre aussi à Antoine sur la question des stratégies régionales limitées, parce que pour moi, c'est pas comment dire, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Donc, il y a l'occasion dans la COP d'essayer d'avancer sur le front multilatéral, essayons de le faire, mais en aucun cas si on n'a pas ce qu'on veut sur le front multilatéral, ça veut dire que sur le front européen, ça donnerait une quelconque justification pour reculer, si vous voulez. Je pense qu'il faut faire le tout. La difficulté qu'on a, et Jean est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler, c'est toujours un peu cette espèce de risque du passager clandestin, puisque on est sur un phénomène qui n'est pas à proprement parler une pollution, mais l'accumulation d'un risque collectif. Donc le risque, c'est que effectivement, il ne faudrait pas que les efforts plus rapides faits dans une zone ne se traduisent par une accélération des émissions dans une autre zone. Donc il faut se protéger contre ce passager clandestin, et bien que je sois très réticent sur ces idées de coupler les politiques climatiques avec des sanctions commerciales, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté. Je crois qu'on a été très naïf quand on a construit le marché européen des quotas, beaucoup trop. On a vu ce que ça a donné quelques années après. Je pense qu'il faut effectivement, je crois que dans ton rapport avant Copenhague, tu parlais de réel politique. Hein. Bon, il faut de la réelle politique. Donc il faut coupler des zones qui vont plus vite avec quand même des mécanismes de précaution pour éviter que ce qui pourrait être fait plus vite dans la zone A se traduise par une accélération des comportements de passagers clandestins dans la zone B. Ça me permet peut-être de passer à la question au fond, de comment est-ce qu'on peut imaginer intégrer dans un accord les pays émergents et les pays pétroliers. Bon. Moi, je pense que la plus grosse difficulté, en réalité, c'est pas les pays émergents, c'est les pays producteurs et exportateurs d'énergie fossile. Je fais un petit calcul dans un récent bouquin que j'ai publié. Il y a à peu près, il ne faut pas que je me trompe de chiffre, je crois que c'est à peu près 400 millions de personnes dans le monde qui vivent dans des économies qui vivent des rentes fossiles. Et ce n'est pas que des pays du Proche-Orient. Hein, voyons nos amis canadiens et australiens, dont on a vu avec la facilité avec laquelle ils sortaient des dispositifs. Bon, bon. Et donc je crois qu'il y a une énorme difficulté à intégrer ces pays-là dans un accord climatique, et ce n'est pas un problème de second ordre, c'est un problème essentiel. Sur les pays émergents, je pense qu'en réalité, il ne faut pas parler des pays émergents. On est dans une situation qui est très différente sur le plan diplomatique et politique. En réalité, il y a la Chine et les autres. Et en réalité, la Chine aujourd'hui, par rapport à la conférence de fin d'année, on voit bien, est exactement dans la situation où étaient les États-Unis quand on négociait le protocole de Kyoto. La Chine est aujourd'hui, de loin, le pays qui a un poids le plus important dans les émissions mondiales. Donc de ce qu'elle acceptera de faire ou pas dépendra beaucoup de choses. La Chine est, je crois, de loin, c'est une banalité de le rappeler, l'un des pays qui a la plus grosse capacité financière. Mais en preuve, c'est que s'ils ne sont pas là pour acheter les bons du Trésor chaque mois à la fin on ne finance pas le déficit américain. Bon, donc la vérité, c'est qu'il y a, je crois, aujourd'hui un paysage de négociation qui est vraiment différent de nouveau, et sur lequel il y a une vraie géopolitique du climat. Il y a la Chine au milieu, les pays de l'annexe 1, il y a les autres pays émergents, et il y a les pays pétroliers et les pays en retard de développement. Je pense que c'est ça qui est vraiment difficile à faire, c'est des situations tellement étrangères. Je voudrais dire deux mots sur ce qu'a dit Gérard Mestrallet, parce que je pense que c'est très important, et c'est peut-être là aussi où nous, économistes, il faut qu'on vraiment suive ce qui se passe dans le monde réel.
Je crois que l'une des différences avec les négociations qu'on avait il y a 10 ou 15 ans, c'est qu'il y a quand même une panoplie aujourd'hui de solutions techniques et organisationnelles qui n'existaient pas avant. Donc avant, on disait, nous, il faut un prix du carbone, et on ne savait pas ce qu'on allait faire avec le prix du carbone. Hein. On disait, ben, on va lui mettre 40 € la tonne de CO2, puis il va se débrouiller avec son entreprise. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus ce qu'on peut faire avec cette incitation, notamment, et ce qui est incroyable, c'est la rapidité du déclin des coûts dans une partie des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. C'est fondamental. Jean? Oui, la question des pays en voie de développement est une vieille question, puisqu'à Kyoto, on avait créé le mécanisme de développement propre, le MDP, qui permettait de faire des projets dans les pays en voie de développement et puis d'obtenir des crédits, par exemple en Europe, qui a priori est une bonne idée parce que c'est une idée de mécanisme de marché où on utilise le prix de marché pour évaluer. Alors après, il y a de la complexité, mais c'était aussi une bonne idée parce que c'était une aide au développement. Ça s'est révélé être une fausse bonne idée, puisqu'il y a le problème des fuites aussi. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que quand on fait un projet quelque part, ça change comme le prix du soja, le prix du bois, le prix du ceci, le prix de cela. Et automatiquement, ça accroît la déforestation ailleurs. Donc le problème des fuites est considérable. On a appris qu'un accord doit être global. S'il n'est pas global, ça ne marchera pas. Ça, on le sait, et il faut le répéter. Alors, global, évidemment, ça ne va pas être évident d'avoir l'Arabie Saoudite qui participe, mais d'une certaine manière, là, on peut quand même mettre la pression, parce qu'il suffit de taxer le carbone sur les exportations. Ça, c'est assez facile à faire. Le Hummer dans le désert saoudien, ça, on ne saura jamais faire. S'il refuse de joindre, on peut utiliser d'autres méthodes, comme l'OMC. On revient toujours à la même chose. Mais ça me paraît tout à fait important. Mais je suis un peu comme Christian, il faut faire très attention, il faut séparer les choses, il faut que le prix du carbone s'applique à tous les pays, quels qu'ils soient, y compris les pays en voie de développement. Et après, on discute finalement ce qu'on leur donne pour qu'ils acceptent de rejoindre l'accord. Mais il ne faut pas faire des usines à gaz, c'est pas possible.